30 ans déjà. J'en parle comme si c'était hier. La souffrance est toujours là. Chacun de nous a perdu énormément. J'ai 3 collines vidées. Des parents, des amis d'enfance. Je pense beaucoup à eux très souvent. Tous mes parents, mes proches, qui ont été sauvagement tués. J'ai vécu le génocide perpétré contre le Tutsi ici au Sénégal, dans mon 2e pays. 100 jours d'atrocité. J'avais aucune nouvelle de qui était là encore. Heureusement que j'étais bien entouré par ma famille. Ici, mon mari, mes enfants, ma belle famille, tous mes amis étaient là. C'est comme ça que j'ai pu tenir. Je regardais mes enfants, je me disais, il faut que je vive pour eux. Aujourd'hui, j'ai une pensée très forte à mon défunt mari, qui m'a toujours tenu la main pendant ces périodes difficiles de commémoration et qui a toujours lutté auprès de nous, auprès de moi, contre le négationnisme. Malgré cette perte immense, aujourd'hui, j'ai un pays, le Rwanda, de 59 à 73, je n'avais aucun droit, même pas droit à la vie. Je pensais qu'on pouvait tendre le cou et partir. De 73 à 94, je suis devenu réfugié. Je n'avais pas droit à ma nationalité. Je n'avais pas droit d'aller au Rwanda, même avec ma nationalité sénégalaise acquise par le mariage. Le défi aujourd'hui, c'est continuer à sensibiliser pour qu'il n'y ait plus de génocide. Ce qui s'est passé chez nous, ça peut se passer ailleurs. L'autre défi, c'est sensibiliser pour la lutte contre le négationnisme. Il faut dire que la communication politique a joué un rôle néfaste dans le génocide contre les Tutsis en 1994 à travers les médias de la haine. Ces médias ont été instrumentalisés comme support de propagande, d'incitation à la haine et au meurtre de masse, des Tutsis surtout, par les milices génocidaires et des appels du pied à la population pour participer à l'assassinat et au meurtre des populations Tutsis, surtout à l'intérieur de Kigali au départ. Alors, étant officier de communication de la Minuar, j'ai été particulièrement heurté par la ligne éditoriale de la radio Mille Collines. Alors, radio Mille Collines, sur fond de musique guerrière, incitait les milices à identifier, traquer, massacrer, surtout les Tutsis, en invitant les populations à prendre part en s'attaquant à leurs voisins directs. Nous avons même pu constater, à part l'incitation à l'hystérie collective, que la radio Mille Collines désignait des cibles aux milices. Ce fut le cas, par exemple, le 14 avril, des malades qui ont été sortis des ambulances du CICR et massacrés sur place. Quelques jours avant, il y a eu des accusations portées par Radio Mille Collines contre le CICR, qu'il accusait d'être un soutien des Tutsis, etc. Et c'est ça qui a poussé les extrémistes à venir attaquer le CICR. Alors ça s'est passé donc le 14 avril. Et ça, nous avons vécu ça pendant presque 90 jours. Alors il y a un autre aspect, c'est le journal, c'est l'aspect écrit, le journal Kangura, qui a été très actif pendant la préparation du génocide, à appeler à la division, à la haine, etc. Donc ces médias ont eu un effet démultiplicateur sur les événements tragiques, confirmant d'ailleurs la thèse de la planification, qui devait combiner le nettoyage ethnique sur le terrain à la communication pour maintenir la mobilisation des milices génocidaires.
À la fin du génocide, bien sûr, le Rwanda a ouvert une nouvelle ère fondée sur l'autorégulation des journalistes, notamment de la presse, laissant donc l'autorité de régulation dans un rôle d'accompagnement. Alors, cela a permis aux médias de changer de posture et de jouer un rôle de sensibilisation aux signes avant-coureurs du génocide et ainsi d'aider à briser les barrières entre les ethnies surtout et de promouvoir le dialogue social qui a été la base de l'unité nationale retrouvée au Rwanda aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la 30e fois, nous commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 parce que c'est notre devoir en tant que nation, en tant que peuple. Mais aussi c'est notre droit parce que c'est nos familles, nos amis, nos voisins sauvagement massacrés parce qu'ils étaient nés Tutsis. Nous n'avons pas eu le temps de faire ce geste, de leur rendre hommage, de leur donner hommage au moment de leur mort. En tant que nation, nous avons aussi le devoir de transmettre ce souvenir, cette mémoire aux générations futures et ainsi de lutter contre le négationnisme qui est la dernière phase du génocide. En tant qu'humanité tout entière, nous avons aussi le devoir de perpétuer cette mémoire et ce souvenir de tous les génocides reconnus par la communauté internationale, dont le génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994, pour que le slogan « Never Again » se réalise. Ibuka marque l'ère du renouveau, de l'unité et de la réconciliation au Rwanda. 30 ans aujourd'hui, Ibuka est célébré partout dans le monde. Et les Rwandais se sont réconciliés avec eux-mêmes pour dire tous à l'unanimité, plus jamais ça. Plus qu'un tel génocide ne puisse se passer ni au Rwanda, ni partout ailleurs dans le monde. Venir assister à Ibuka est un devoir de mémoire pour moi, car il me rappelle la perte de mon époux, le moment où j'ai perdu mon époux, le capitaine Baïdiagne, et de me souvenir des autres victimes de ce génocide. Tous ensemble, nous pouvons transformer la douleur en espoir et le souvenir en action pour un avenir meilleur. Que le bon Dieu nous assiste tous. La mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda a évolué par étapes. Elle a commencé par un sentiment très douloureux. Certes, elle est toujours douloureuse, mais au fil des années, on passe à la guérison, au pansement des blessures. Et ce pansement de blessures aide à la communauté rwandaise, à la société rwandaise, d'évoluer dans la réconciliation et dans l'évolution du pays. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes très valeureuses qui auraient pu beaucoup contribuer à faire de notre monde actuel un monde meilleur, qui ont perdu la vie le plus souvent dans des circonstances très atroces qu'il ne conviendrait même pas de décrire ici. La crise du Rwanda n'a pas été spontanée. D'abord, vous vous rappellerez que déjà à partir de 1990, l'Union africaine avait déjà pris les devants pour essayer d'envoyer des missions d'observateurs devant la détérioration des conditions de sécurité et les menaces graves qui commençaient à peser sur les populations. Et ceci jusqu'en 1992 où on a commencé à avoir vraiment des premiers signes de guerre et des atrocités sur les populations. En 1993, effectivement, l'ONU est venue remplacer l'Union africaine sur place pour s'assurer que nous puissions conduire la transition qui était prévue par les accords d'Arusha. Mais toutes ces initiatives, en général, à ce niveau, ont
reçoit des genres de coup par coup, où on n'a pas une continuité de l'action de la communauté internationale. Parce que depuis 92, comme je l'ai dit, depuis 90, comme je l'ai dit, jusqu'en 93, la communauté internationale était présente au Rwanda et avait vraiment tous les paramètres d'appréciation de ce qui pouvait se passer en 1994. Et donc sur ce plan, vous vous rendrez compte que dans le cadre de la prévention, l'échec était total. Parce que sans compter que les gens n'ont pas pu prévenir le génocide, mais ils avaient depuis très longtemps les signes avant-coureurs de ce qui allait se passer. Mais le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a eu des rapports concordants de plusieurs sources qui rendaient compte des préparatifs et de tout ce qui pouvait arriver aux populations civiles. Et donc, si à partir du 7 avril, on a eu en fait le déclencheur qui était l'accident de l'avion du président Habyarimana, et donc spontanément que les tueries ont commencé en ce moment, effectivement c'est prévisible. Et ce n'est pas par manque de rapports que l'ONU n'avait pas alerté. On a eu, comme je l'ai dit, des rapports et des alertes. Maintenant, pendant le génocide, effectivement, quand ça s'est déclenché, il y avait encore une possibilité d'arrêter les tueries, au moins de réduire le nombre de morts. L'ONU s'est évertué à le faire et il lui a été opposé en fait la légitimité de son action. Il y avait un mandat qui était inscrit sur le chapitre 6 et qui ne permettait pas une action coercitive. Par contre, on avait aussi une force assez coercitive qui était déjà déployée depuis très longtemps et qui pouvait bien sécuriser des sites pour des réfugiés et permettre aux gens qui sont en détresse d'avoir des places où se réfugier. Un des défis majeurs auxquels notre pays est confronté, c'est la multiplication des canaux de diffusion de l'idéologie génocidaire et de la culture négationniste. À l'ère des réseaux sociaux, où il est difficile de contrôler la source d'information et sa portée, il est indispensable de continuer la sensibilisation et d'intensifier la diffusion de la vérité historique à travers tous les canaux possibles, qu'ils soient digitaux ou numériques. Nous devons, nous tous, nous approprier ce combat, que ce soit au niveau national, au niveau de la diaspora et au niveau des amis du Rwanda. En effet, au niveau de la diaspora, l'enjeu, c'est de toucher la jeunesse qui est exposée à de multiples sources d'informations, pouvant être des vecteurs de l'idéologie négationniste. Il est également indispensable d'intensifier la collaboration internationale pour maintenir la culture de la justice, l'équité et surtout condamner le génocide et garantir que les raisons du passé ne soient pas oubliées et honorer justement les victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda. La 30e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 est un rappel fort des conséquences de la haine ethniciste qui a prévalu au Rwanda en 1994. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir de ce génocide, mais aussi c'est un moyen très fort et très pertinent, très puissant de lutter, de prévenir les conflits au Rwanda. Mais c'est un exemple aussi à donner au monde. Cette commémoration peut inspirer beaucoup de pays à ne plus s'adonner à des génocides parce que le génocide peut être un frein à la société, au développement social, mais aussi au développement économique. Les jeunes rwandais sont de plus en plus conscients de l'importance de préserver la mémoire du génocide et de contribuer à la construction d'une société pacifique et inclusive en s'engageant activement dans des initiatives de sensibilisation et de réconciliation.
Malgré des traumatismes profonds et des douleurs étendues depuis le génocide contre les Tutsis de 1994, le Rwanda a montré des signes importants de résilience. L'indice de cohésion sociale a fait un gain de 10 points en passant à 97,1% en 2020, dernière donnée disponible. Cela s'explique par les éléments suivants. Premièrement, le leadership a considéré l'unité et la réconciliation comme facteurs essentiels de reconstruction et de transformation nationale. Les gacaca et la justice transitionnelle ont été utilisés pour permettre des dialogues communautaires, la repentance, le pardon et reconstruire la société. Les villages de réconciliation permettent aux génocidaires et aux survivants et leurs familles de travailler pour le bien de la communauté dans des coopératives. Le processus de guérison sociale permet aux génocidaires, aux survivants et à leurs familles de mieux considérer la réintégration des prisonniers à leur libération. Enfin, l'éducation autour d'une identité rwandaise unique permet de mettre en exergue la nécessité de construire ensemble le Rwanda que les Rwandaises et les Rwandais veulent. L'éducation et la sensibilisation sont des outils pour prévenir les atrocités de tout genre. Lorsqu'il s'agit des atrocités comme le génocide qui a été commis en 1994 au Rwanda contre les Tutsis et pour lequel l'homme a été le facteur déclenchant, la sensibilisation et l'éducation viennent vraiment occuper une place de choix dans la panoplie d'outils. Pour l'éducation, il faut l'envisager d'abord en famille. C'est au niveau de nos familles, mais également dans nos communautés de vie que nous recevons des valeurs comme la tolérance, l'acceptation de l'autre lorsque même il est différent de nous, mais également l'empathie et le respect de la vie. Lorsque ces valeurs constituent notre identité propre, je ne vois pas comment on peut porter atteinte à la vie de l'autre. Plus tard, lorsque nous partons à l'école classique, on va nous apprendre l'histoire, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, mais également on va développer chez nous les compétences qui nous permettront plus tard de faire une analyse objective des situations de vie auxquelles on pourrait être confronté, mais pour pouvoir prendre des choix propres, des choix autonomes. Pour les personnes qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école classique, c'est la sensibilisation qui permettra, par l'utilisation des outils adaptés aux besoins spécifiques de cette population, de développer chez elles les capacités à reconnaître des signes avant-coureurs de la violence, de la haine, mais également pour pouvoir reconnaître des discours de haine, des discours de propagande et avoir une attitude proactive pour pouvoir lutter contre la manipulation de tout genre.